Allez, salut à tous, bienvenue dans Face à Rajou, un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va droit au but avec Bakian. Comment ça va, Bakian? Bah, ça va super bien, On merci s'est de vu il n'y a pas si m'accueillir. longtemps parce que tu es venu faire le street show C'est il y a vrai. quelques mois maintenant, mais là c'est Face à Rajou. Exactement, je suis très heureux d'être parmi vous. Un petit one-to-one quoi. One to one, parfait pour pouvoir se confesser Effectivement, ouais. comme dans la On va- limite du raisonnable. On va te faire parler, on va en savoir plus sur toi. Alors, déjà, on en sait beaucoup parce que bon, t'es assez médiatisé, t'en as dit déjà pas mal. On va revenir sur certaines infos que t'as déjà données, puis en rajouter. Alors, t'as équipé Bakian, là, je vois, t'as ton Oui, manteau, c'est une enfin, marque, pas ton manteau, mais un ton pull. designer monégasque avec lequel on travaille qui s'appelle Yannick Barral, Maison Noire Monaco. Tu m'as pas amené de, non, on n'a pas emmené pour moi. Bien sûr, on prépare une petite surprise pour toi. Non, mais voilà, Ah oui, c'est vrai. une ligne qu'on est en train de développer et qui sortira, je pense, à la rentrée prochaine. D'accord. Et puis bah, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour nous annoncer une nouvelle. Hein. Ça y est, ça fait. Maintenant, ça a commencé à répandre l'info. L'Olympia, ça va arriver, mais il y a le temps encore. Hein. C'est octobre Ouais, c'est 2026. Bah, exactement, le 5 octobre 2026, dans un peu plus d'un an, mais c'est vrai que les préparations ont déjà commencé. Et puis, il y aura toute une série de concerts qui interviendront avant l'Olympia pour déjà, bien sûr, roder le spectacle et puis arriver progressivement vers cette date incroyable de l'Olympia, le 5 octobre 2026. Alors, oui, donc tu vas avoir le nom rouge. Hein, Ouais, bah, qui en tête, ça, du coup, hein, ça va être. fameuse lettre rouge, ouais, que tous les artistes. Parce que j'imagine que tu as peut-être déjà chanté à l'Olympia en invitation. Alors, Tu n'as pas été invité, non? Figure-toi que non, même pas. Même pas, parce que vu que tu as fait pas mal de scènes, tu aurais pu. Quoi. Ouais, ça a failli se faire plusieurs fois, dans une fois il y a une quinzaine d'années ou même 20 ans, je dirais à mes débuts, avec un artiste qui s'appelait Claude Barzotti, qui j'avais fait sa Je première suis Rital et je le reste. Exactement, qui avait fait beaucoup de tubes, et j'avais fait sa première partie dans une ville qui s'appelait les Salles du Gardon dans le Gard. Il avait beaucoup aimé ma prestation, il m'avait gentiment invité à faire sa première partie à l'Olympia. Finalement, ça ne s'était pas fait parce que je crois que les agents avaient un petit peu traîné à se mettre en contact, mais ça aurait pu être mon premier Olympia en première partie, bien sûr, de Claude Barzotti. Puis finalement, par la suite, je n'ai jamais eu l'occasion de chanter sur cette scène, même pour un spectacle caritatif ou un plateau multi-artistes. Donc ce sera mon premier Olympia et en tête d'affiche. Donc c'est un peu original comme façon de procéder, mais bon, voilà, c'est comme ça. Eh ben bravo, parce que là, tu as sorti donc un titre désormais, reprise de Ouais. Charles Aznavour hein, aussi. Hein. Cover de Dommage. Charles Aznavour, ouais, désormais, effectivement, un titre qui est sorti il y a maintenant un peu plus de 2 mois et qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Justement, on va reparler de plein d'infos. Enfin, il y a plein de choses à dire sur toi. Commençons par Charles Aznavour. Parce que Charles Aznavour, tu l'as connu. Oui. Alors raconte-nous comment s'est fait la rencontre justement avec Charles. Alors, la rencontre s'est faite en deux temps. Tout d'abord, j'ai intégré les éditions Roll Breton au milieu des années 2000. J'avais gagné le casting officiel de Graines de Star à Tours. Donc Oui, en donc là, le région. Grain de Star, ouais, avec Voilà, Laurent Boyer. une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai été découvert par Micha Aznavour, qui est devenu mon éditeur, qui m'a présenté beaucoup d'auteurs-compositeurs avec lesquels je rêvais de travailler à l'époque, des gens comme Michel Jourdan, Patrice Guiraud, Francis Lay, des noms qui ne parlent peut-être pas au grand public, mais qui sont des monuments de la chanson française, qui ont écrit pour les plus grands. Et un jour, j'ai eu la chance, dans les couloirs des éditions Roll Breton, des bureaux, de croiser Monsieur Aznavour pour la première fois. J'étais évidemment intimidé et impressionné à l'idée d'imaginer qu'il était là dans les mêmes bureaux, dans les mêmes locaux que moi. Évidemment, je ne le dérangeais pas. Et puis un jour, Micha m'a fait écouter une chanson, un projet de mélodie sur laquelle Charles était en train de travailler, Charles Aznavour. Et puis le lendemain, Micha a fait écouter une démo de ma voix à son papa. Donc, et j'ai été reçu, c'était à 11h du matin le lendemain aux éditions Roll Breton. Charles était au piano et donc m'attendait pour pouvoir travailler avec moi et avancer sur cette chanson qui était à l'époque en cours d'écriture, donc qui est devenue L'Adolescence, qui est aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes, même si elle est sortie il y a un peu plus de 10 ans. Et ça a été ma première vraie rencontre avec Charles Aznavour. Je l'avais croisé avant dans les bureaux, mais voilà, c'était vraiment bonjour de loin, mais on ne s'était pas vraiment connus. Et cette fois-ci, ce jour-là, c'était vraiment la première fois qu'on s'est connus. Et c'est pour moi une des journées les plus fortes de ma vie aujourd'hui d'artiste. Cette heure et demie que j'ai passée avec lui au piano, à travailler sur l'adolescence. Puis ensuite, j'ai eu l'honneur de travailler sur 2 autres titres avec Charles Aznavour. On arrive à se contenir parce que j'imagine tu es fan et rester concentré quand tu es face à Charles Aznavour, ça va être. Alors, pour être honnête avec vous, j'étais fan, bien sûr, comme beaucoup de gens, mais j'imaginais même pas
pouvoir un jour travailler avec lui, j'avais dressé une liste de noms d'auteurs, compositeurs avec lesquels j'avais très envie de travailler, mais je n'avais même pas mis celui de Charles Aznavour parce que je me disais, bon là, enfin, c'est au-dessus de tout, là. Il faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est très peu probable que ça puisse m'arriver. Et finalement, bah, le premier auteur à m'accorder sa confiance véritablement quand je suis arrivé sur Paris, que j'avais tout juste une petite vingtaine d'années, ça a été Charles Aznavour. Et évidemment, après, dès que Charles Aznavour m'a accordé sa confiance, j'ai eu de très grands noms de la chanson française, Arnold Turbous, Patrice Guirao, Francis Lay, Michel Jourdan, Serge Lama, Mais ça, c'est etc. plus des auteurs, du coup, les premiers que tu cites. Des auteurs, des compositeurs. Pas des qui ont compositeurs, ensuite, moins connus du grand public, mais moins connus du grand public. Bon, Serge Lama, Serge Lama, quand même, voilà, oui, ça, Francis oui. Lay, qui a composé la BO du film Love Story, mais ce sont des gens qui ont ensuite écrit des chansons pour moi, puisque j'étais principalement interprète à ce moment-là. Je commençais vraiment tout juste à coécrire. Ensuite, après, j'ai développé en faisant des ateliers d'écriture, l'écriture et la composition. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment principalement interprète et j'avais besoin de ces gens-là pour me constituer un répertoire, puisque en tant qu'interprète, je ne faisais que des reprises en fait de Florent Pagny, de différents interprètes que j'aimais beaucoup, mais je n'avais pas mes chansons en réalité. Donc c'était, tu disais, au début des années 2000, tu te rappelles l'année Oui, c'est ça, au début de 2007, 2008. Ah, 2007 plutôt, ouais, 2007, 2008, fin des années 2000, j'ai pris la décision de prendre un peu mes clips. Je veux dire, la rencontre avec Charles Aznavour, c'était... Charles Aznavour, 2006-2007. 2006-2007, Les toutes premières rencontres, les éditions Roll-Breton étaient encore situées rue Rossini à Paris. Ensuite, ils ont déménagé rue Ampère. Et j'ai connu, c'est vrai que c'est assez fou d'imaginer que j'ai eu cette chance-là de pouvoir travailler et de connaître Charles Aznavour. Alors, du monde, t'en connais, on va t'amener à en reparler. Parlons un peu de toi, comment t'es arrivé, on va dire, sur Terre. Je sais pas comment ça, c'est un peu bizarre de dire ça, quoi. Ton arrivée parmi nous sur la planète Terre. Bienvenue. Non, toi, tu viens du Sud. Ouais, moi, exactement. Du Sud, de Bandol. Bandol. Les chemins, j'y reviens, ouais. Bandol, c'est pas Toulon, hein, c'est ça, dans le Var. Bandol, c'est dans le Var, c'est pas très loin de Toulon, c'est entre Toulon et Marseille, plus près de Toulon que de Marseille, mais je suis né à Marseille par contre. Ah, t'es né à Marseille. Né à Marseille, à quelques centaines de mètres du stade Vélodrome. Supporter de l'OM alors? Supporter de l'OM, bien sûr, évidemment. Je te respecte quand même, mais bon, c'est mon club de cœur. Pas moi, mais bon, après, oui, il en faut pour tout le monde. Hein. Quand on est né en face du stade Vélodrome, oui, forcément. à Marseille, à vendredi 13 en plus. Ah oui, forcément. Parce que le 13, c'est le numéro. C'est le numéro de Marseille, de département. Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Bouches-du-Rhône. Et donc, ouais, tu viens de Marseille, du Sud. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, ton enfance, ça se passe dans le Sud. Oui. Oui, mon enfance. Comment se passe l'enfance? Tu as des frères et sœurs? Pas de frères et sœurs, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais ça ne s'est pas fait. Je grandis à Bandol, donc dans le Var. Ensuite, on quitte Bandol pour aménager sur Nice, où mon père tient un restaurant pendant plusieurs années. Sur la province des Anglais? Pas très loin, sur la rue Félix Faure, à côté de la place Masséna. Ouais. Donc, voilà, des années pas forcément simples, parce que mon papa se démène avec ce restaurant qui ne fonctionne pas comme il le souhaite. C'est quoi comme restaurant Restaurant, snack, restauration rapide, voilà, donc ça fonctionne. Et ça marche pas trop. Non, ça marche pas trop, donc forcément, je baigne un petit peu dans un environnement qui est pas forcément très joyeux, très positif. Mon père perd un petit peu ses derniers deniers dans ce restaurant et il finit par tout perdre avec ce restaurant et malheureusement, donc on quitte Nice quelques années. Ta maman, elle travaille Maman travaille avec mon père. Ah oui, ils sont tous les deux dans ce restaurant-là, puisque évidemment. Tout le temps ensemble, en fait, à la vie. Elle lui prête main forte et ensuite on quitte Nice et on revient sur Bandol. On est au milieu, début des années 2000 et c'est à ce moment-là, justement, en 2003, que je participe au casting officiel de Graines de Star, donc qui était à l'époque organisé par M6. Voilà. Mais enfance, adolescence, je dirais, enfance plutôt agréable, adolescence plus compliquée. Ok, parlons justement de l'enfance agréable. Alors toi, tu as aussi été sportif aussi, hein, il faut le savoir, hein, le sport mécanique. Le football, tu joues aussi? Alors, première grande passion, le football de 5 ans. Donc, je commence à jouer en club au poste de gardien de but à l'âge de 5 ans. Ensuite, attaquant, puisque je... Et tu t'imagines une carrière de footballeur à cette époque ou t'aimerais, parce que c'est un souhait plutôt? Pas vraiment, parce que c'est une vraie passion. C'est plutôt un rêve, mais pas vraiment, parce que je ne suis pas suffisamment bon, pour être tout à fait honnête. Je me débrouille bien, mais pas de là à survoler les catégories et à m'imaginer un futur de footballeur professionnel. Donc, pas vraiment. Par contre, le sport est la discipline dans laquelle j'avais vraiment
beaucoup d'ambition et un objectif de F1, c'était le sport automobile. Donc, le karting, c'est ça? Le karting, je débute en karting un petit peu sur le tard, mais je compense assez vite en étant champion de Ligue en 2003, finaliste du championnat de France et de la Coupe de France, donc j'atteins le top 10 national. Et je devais me diriger vers les championnats d'Europe de Formule BMW en Allemagne en 2004, donc qui est l'équivalent de la Formule 4, donc 3 échelons avant la Formule 1. Et là, malheureusement, c'est les finances qui ont raison de cette progression. Parce qu'il faut financer ça, faut tous financer quand on fait de la financer jusqu'à quasiment arriver en Formule 1. Même des pilotes actuellement à F1 financent encore leur saison. Alors, ce ne sont pas eux qui financent, c'est leur sponsor, leur partenaire, mais effectivement, c'est un sport qui a ce côté très désagréable et négatif lié à l'aspect financier. C'est-à-dire que si on n'a pas de, clairement, si on n'a pas de thunes, on ne peut pas en faire, quoi. Ah non, clairement non. Il y a eu encore, il y a 20 ans ou 30 ans, des pilotes comme Lewis Hamilton, quand il a débuté, qui avait 7-8 ans et qui a été repéré, ou des filières. Oui, voilà, il faut être pris en main, quoi. Ouais. Bah, Lewis, quand il a été repéré, je crois qu'il avait 8 ans. Ouais. Mais ça remonte, parce que Lewis a maintenant une quarantaine d'années. Ouais, c'est vrai. Et il est toujours très performant. Et chez Ferrari, lui, maintenant. Chez Ferrari. Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, là. Oui, avec Charles Leclerc, qui est voilà. son coéquipier. J'avoue, je ne suis pas plus calé que ça, mais je sais ça, Lewis Hamilton. Ouais. Donc, donc, et la Formule 4, en gros, c'est quoi pour que les gens comprennent par rapport à la Formule 1? C'est des circuits, c'est des plus petites voitures. C'est des petites monoplaces, c'est les mêmes circuits que la F1. Les moteurs sont moins puissants, alors. Alors, les moteurs sont moins puissants. C'est des monoplaces qui atteignent 220 km/h quand même. Ça roule vite quand même. Ça roule très vite quand même. C'est assez léger. Donc, palette au volant. C'est des châssis qui sont communs. Donc, on a tous sur le papier le même matériel, le même moteur. Et c'est des catégories, oui, déjà qui préparent à la F3 et ensuite à la F2. Comment il vit ton entourage quand tu fais ce sport? Parce que c'est pas un sport atypique, quoi. Je veux dire, c'est quand même un danger. Je pense qu'il y a quand même plus de danger à faire ce sport que jouer au golf ou faire du foot. J'ai fait des tonneaux à 140 km/h en karting. Ta maman, elle te dit... Alors, ma maman, elle venait quasiment jamais assister aux courses, même si j'avais envie qu'elle soit là, parce que j'avais envie d'avoir ma mère près de moi, évidemment. Mais bon, c'était trop difficile pour elle d'imaginer à tout moment un accident. Surtout qu'il y a eu ce fameux accident en 94, d'Ayrton Senna. Ayrton Senna, ouais. Donc maman ne venait pas sur les circuits, ou très rarement. Par contre, mon père, lui, était un passionné et toujours un passionné de sport automobile. Donc c'est lui qui me suivait sur les circuits. Et il a assisté à cet accident que j'avais eu en 2003. Quand j'avais fait un tonneau à Brignoles à 130 km/h en serrage moteur, et j'avais été éjecté du kart, interruption de course, donc drapeau rouge, ambulance sur la piste, etc. Et les spectateurs pensaient que j'étais vraiment c'était fini. Ouais, très blessé, voire pire, c'était assez spectaculaire. Bon, et toi, ça t'a pas freiné? Tu t'es dit, une fois que tu étais rétabli? Non, j'étais dans l'ambulance. J'ai voulu sortir de l'ambulance parce qu'il y avait un deuxième départ qui allait être donné 15 minutes après. Et là, les médecins m'ont dit, on va se calmer. Je pense que quand on fait ce sport, on n'a pas... J'avais des contusions un peu de partout, des bleus. Je n'étais pas blessé, mais je voulais absolument faire le deuxième départ 15 minutes après. Oui, carrément. Alors oui, parce qu'en fait, je savais que les points risquaient de me manquer pour être champion en fin de saison, parce que je jouais T'es blessé, tu penses plutôt aux points. À ce moment-là, des points pour le championnat. C'est un peu, on a un petit grain. Mais c'est comme ça. Je pense que c'est des sports, enfin, c'est même pas long, j'en suis sûr, c'est inné et on vit pour ça. C'est-à-dire qu'un pilote de Formule 1, si Ayrton Senna s'en était sorti, il aurait voulu continuer, sûr. Parce que le week-end d'après, il était... Alors peut-être pas, parce qu'il aurait peut-être été blessé, on ne sait pas. Mais a priori, il n'avait pas de blessure, pas de fracture. C'est un triangle de suspension qui a... L'image est forte. C'est une malchance totale, puisque c'est un triangle de suspension qui a perforé qui a transpercé son casque, sa visière, et il a une perforation de la boîte crânienne, donc qui a généré une hémorragie cérébrale. Et en fait, a priori, à quelques centimètres près, il s'en serait tiré sans aucune égratignure. Ça a été un... Et c'était vraiment... Tu l'as vécu, ça, du coup? C'est l'un des premiers Grands Prix que j'ai... Parce que ça a été vécu par des millions de Français en direct sur TF1. Je m'en souviens, j'étais à Nice, j'étais au parc avec un copain à moi, on jouait au foot.
Et quand je rentre vers 18h, mon papa m'apprend qu'il y a eu Oui, tu n'avais pas un vu. très grave accident. Non, je ne l'avais pas vu parce qu'on était au parc, mais je me souviens que le papa de l'ami avec qui je joue au foot écoutait sur son transistor à l'époque, enfin, les postes de radio, et il m'avait dit, oh là, il m'a dit, il y a eu un très grave accident. Les chaînes d'infos, enfin, il n'y avait pas de chaîne d'infos, exactement de l'endroit où j'étais quand j'ai appris cet accident-là. Et ensuite, quand j'arrive à la maison, mon père m'apprend que le pilote brésilien, Ayrton Senna, est décédé. Ah oui, on l'a su quelques heures. Enfin, Je crois que ça avait été officialisé à 18h et des poussières. Et pour le Brésil, ça a été un choc total, forcément. Hein. C'était immense, et il y a eu 3 jours de deuil national qui avaient été décrétés au Brésil. Ouais, mais toi, Ayrton, on fait un parallèle. Parallèle, même si voilà, c'est pas rien n'est comparable là-dedans, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment voué sa vie à la Formule 1. Il n'avait pas de famille. Enfin, je crois qu'il avait une femme, mais pas d'enfant. Il voulait pas de famille. Il voulait vraiment être. Oui, et puis bon, il avait pour objectif ensuite de fonder une famille, mais c'est vrai qu'il avait dédié sa vie à la course automobile et à son objectif de devenir champion du monde de Formule 1. C'est vrai qu'il avait eu pendant plusieurs années cette rivalité avec Alain Prost qui était un peu sa motivation et son moteur, et il avait évidemment perdu une grande part de sa motivation lorsque Alain Prost, fin 1993, a décidé d'arrêter la Formule 1. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, je parle d'Alain que j'aime beaucoup et que je salue, puisqu'il m'avait fait l'amitié et l'honneur d'apparaître dans l'un de mes clips. Ah oui. Ceux qui ne tuent pas n'auront plus fort. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir Oui, on s'était vu d'ailleurs, ce titre à l'époque. voilà, échanger avec Alain Prost. Et c'est vrai qu'on ne peut pas les dissocier, puisqu'ils ont écrit vraiment leur histoire avec cette rivalité. Et souvent, Alain Prost déclare qu'il il a eu 4 titres de champion du monde, mais qu'il préfère avoir 4 titres de champion du monde en ayant eu cette rivalité mémorable avec Ayrton Senna, qu'avoir eu peut-être 2 ou 3 titres mondiaux de plus. Et c'est vrai qu'il y a des sportifs comme ça qui font qu'un. On pense au vélo, on pense à Ruud et Merckx. Au foot, tu as eu Messi, Ronaldo. Hein. Federer, Nadal, effectivement. Voilà. Donc en tout cas, c'est bon, on parle de ça, c'est vrai qu'on s'attarde parce que c'est important, ça a été un moment important pour toi aussi, le sport mécanique. Tu as fait également, tu avais un ami, hein, Jules Bianchi, que tu as connu bien avant qu'il soit connu, je l'entendais dire ça dans une... Oui. Et qui nous a malheureusement quittés, c'était en 2000... Elle a eu son accident en 2000. Alors lui, c'était en Formule 3 qu'il était, non? C'était en Formule 1, non? Non, il était en Formule 1, il était en 2014 et il nous a quittés en 2015 après 9 mois de... Oui, ça, il venait d'arriver en Formule 1. Oui, il était arrivé en Formule 1, il était membre de la Ferrari Drivers Academy, donc il était chez Marussia, une écurie, une petite écurie, enfin, si je puis dire. Mais t'étais très proche, vous étiez... Oui, on était très proches. Bon, on s'est connus en 94 à l'école du karting à Antibes, et c'est vrai que moi, ce que je disais, c'est que j'ai connu Jules avant... Bien sûr que la plupart des gens le découvrent et le connaissent naturellement. En tant que pilote de Formule 1, il a ensuite acquis une notoriété internationale. Mais effectivement, le départ de Jules, ça a été quelque chose pour moi de très difficile à vivre, puisque Jules prolongeait quelque part ce rêve en fait, qu'on avait tous les deux quand on était enfants et adolescents. Et quelque part, j'avais une petite partie de moi qui était avec lui en Formule 1, puisqu'on roulait tous les dimanches ensemble, en essai privé aussi, et à l'école du karting en 94, tous les mercredis ensemble. Donc, il y avait une complicité. Et puis, en matière de vitesse pure et de résultats, voilà, je savais que Jules, de par son parcours ensuite jusqu'en Formule 1, était un pilote promis à... pour moi, un avenir déjà de vainqueur de Grand Prix et très probablement de champion du monde de Formule 1. Ouais, donc c'était une place importante qui, toi, ça a eu un effet sur toi aussi, sur ta musique, sur... Oui, c'est effectivement un départ qui m'a inspiré aussi une chanson qu'on lui a dédiée qui s'appelle Un signe. Ouais, bien sûr. Et je lui ai rendu hommage à Jules quasiment tous les soirs sur chaque concert avec ce titre. Et oui, et puis il fait partie des gens qui sont plus là aujourd'hui, mais qui me donnent de la force, comme Charles Aznavour, qui me donne aussi de la force, et mes proches, naturellement, j'ai la chance d'avoir toujours près de moi mes parents et les membres de mon équipe. Voilà, mais forcément, même s'ils sont plus là, je parle de Charles Aznavour et de Jules Bianchi, qui m'ont évidemment beaucoup marqué, dont j'étais proche. Je sens
aujourd'hui, leur présence et leur force. Ah, on disparaît jamais vraiment, hein, on est toujours dans la tête. Ouais. Tant qu'on est dans la tête, tant qu'on pense à toi, on est toujours là. C'est ça, et surtout dans les moments de doute et les moments plus difficiles, parce que Dieu sait s'il y en a dans ces métiers-là, c'est vrai qu'on sent encore plus leur présence et on se rattache voilà, aux objectifs que nous avions et puis surtout à la confiance qui a pu être accordée, par exemple, comme quelqu'un euh, comme Charles Aznavour, par quelqu'un, pardon, comme Charles Aznavour qui a pu m'accorder sa confiance. On se dit, bon, je dois me montrer à la hauteur de la confiance que Charles Bien Aznavour a sûr. placée en moi et même Jules, même si c'était une autre discipline, parce que le sport automobile, voilà, n'a rien à voir avec la musique, mais Jules était quelqu'un qui lâchait jamais, qui s'est battu pour arriver jusqu'en Formule 1, qui est devenu un des meilleurs pilotes du monde. Et aujourd'hui, le fait d'avoir pu partager tant d'années ensemble, aujourd'hui, je me dois aussi d'avoir le même état d'esprit et de ne rien lâcher, tout simplement. Mhm. Alors, on a parlé de football, on a parlé de sport mécanique. Absolument pas de musique. On se demande Non. là-dedans comment tu as pu arriver dans la musique. Parce que, bon, comment ça se fait ça c'est pendant que tu es dans le. Oui, alors tu es dans le sud, que ça se passe, que tu penses, tu commences la musique à quel âge Ouais, bah, la musique, en fait, c'est arrivé un peu plus tard. C'est pour ça aussi que j'ai pas un parcours, on va dire, classique d'un artiste qui a commencé à chanter à 4 ans ou à 5 ans et qui rêvait dès son plus jeune âge de devenir chanteur. Moi, c'était pas du tout mon objectif, mon rêve. Quand j'avais 7, 8, 10 ans, j'ai commencé à chanter à 11, 12 ans avec une comédie musicale qui s'appelait Notre-Dame de Paris. J'ai commencé à m'essayer comme ça. Ouais, pour le fun plus. Ouais, puis déception sentimentale. Je trouve que j'étais amoureux d'une fille. D'Esmeralda, qui jouait Esmeralda au Fleur de Lys. C'était marrant parce que je m'étais réfugié j'avais un peu noyé Ah non, il jouait pas dedans, c'est une autre fille. mon romantisme. Ouais, non, c'était une fille, je me souviens, qui s'appelait Coralie. Coralie, si tu nous, si tu nous Voilà. écoutes. Et qui vivait sur Nice, qui était d'abord à Bordeaux, qui s'est passé installé sur T'as plus Nice. de contact avec Coralie du tout Non, non. On lance un appel, hein, Coralie de Nice. Mais, T'as croisé, mais en tout cas, ouais, j'avais commencé à chanter à ce moment-là et c'était, voilà, j'avais découvert ma voix d'une façon assez. Ah oui, c'est par hasard en fait. C'est Pas- même pas par passion. Non, c'est. Tiens, je vais faire une activité. Alors, ma comédie mère musicale. écoutait en boucle Notre-Dame de Paris. Ah oui, musicale, meilleure comédie musicale que moi de tous les temps en France. Je suis complètement d'accord avec toi. Je l'ai encore écouté en venant ici. C'est vraiment pas. C'est pas une. J'ai écouté Bohémienne, de Hélène Ségara, Patrick Fury. C'est vraiment pas une bêtise. Le temps des cathédrales. Oui, mais ça c'est trop commercial. Enfin, c'est pas la chose. Bon bref, oui. Donc. Mais c'était bon, les tubes principaux. Et ma mère écoutait Belle, Ouais. on va dire, à longueur de journée. Donc, du coup, je Qui m'étais. était sorti avant que la comédie commence à Ouais. tourner. Ouais. Exactement. Et je m'étais essayé donc à chanter cette 98. chanson-là. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Ma mère m'a ensuite dit, mais enfin, c'est un peu surprenant d'avoir une voix comme ça sans avoir pris de cours de chant. Et ensuite, j'ai commencé au conservatoire de Toulon à prendre des cours de chant, etc. Et puis mes premiers cours. Alors pendant 2 ou 3 ans, je chantais un petit peu dos tourné aux gens, enfin les yeux fermés, parce que j'étais tellement timide. Ah oui, Je oui. n'osais pas monter, chanter sur scène devant un public. Et la musique, t'as. Alors, on n'arrête pas d'être timide d'un jour au lendemain, mais t'as aidé à combattre un peu ça. Oui, clairement. Puis après, c'est les cours que j'ai pu prendre avec des professeurs de chant, d'expression scénique, d'interprétation qui m'ont vraiment permis déjà de prendre confiance en moi et de pouvoir monter sur une scène devant un public, de partager des émotions avec un public. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment très compliqué pour moi parce que moi, j'avais mon casque et je parlais à personne sur les circuits. J'étais vraiment seul avec moi-même et je n'avais pas besoin de parler ou d'être sur une scène. J'étais sur la piste, casqué et concentré sur le chrono et sur mes courses. Ah bah c'est sûr que quand on est sur une piste, on est bien enfermé. Avec le casque. Ouais, c'est ça coupe complètement. Et c'est vrai que mes premières scènes sont arrivées après 2 ou 3 ans. Donc j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Dont Graines de Star, le casting officiel que j'ai gagné, le disque d'or. Il y avait des gens connus dans l'auto-casting, dans Grand de Star. Moi, à cette époque-là, c'était Leslie, Amine. Ah ouais. Enfin, c'est cette génération-là. Il y avait eu. T'as fait avec Leslie, ouais. Alizé surtout aussi. Il y avait Alizé, Alizé c'était qui l'a avant, fait, non? Elle a c'était gagné, avant. Alizé. Elle a gagné, Alizé. C'était 2 ou 3 ans. Mais moi, je suis vraiment l'un des derniers parce que l'émission s'est arrêtée 6 mois après, je crois. Parce qu'il y a un autre programme qui est arrivé sur M6 qui s'appelait À la recherche de la nouvelle star, dont j'ai participé d'ailleurs à la première édition. J'étais arrivé dans les 100 derniers sur 30 000 candidats. Et qui a gagné la première, tu te rappelles? Jonathan Serrada. C'est marrant parce que lui, j'ai vu une story à lui hier. Ouais. Il est coach en Belgique, je crois. Jonathan Serrada, ouais, un gentil garçon. Et tout le monde voulait voir Thierry Amiel gagner, c'est lui qui gagne. Ouais, Thierry aussi qui a fait des choses par la suite. Mais voilà, et donc du coup, là, j'ai commencé avec ces premières scènes à
prendre un petit peu confiance en moi et petit à petit, donc je suis monté sur Paris pour rencontrer des auteurs, des professionnels de l'industrie musicale. Et c'est à ce moment-là que j'ai été découvert par Micha Aznavour, on en parlait. Ouais, voilà, c'est ça, on a vu l'histoire tout à l'heure. Voilà, et puis après, Tu rencontres, et puis après, tu as fait beaucoup de rencontres. Conservatoire, chant lyrique, j'ai voilà, Tu as perfectionné. fait ton petit bonhomme de chemin, comme on dirait. Voilà, des scènes, des premières parties, beaucoup de premières parties, des cabarets aussi, Ouais. des soirées à chanter contre Tout à fait. C'est vrai que, on va pas se voir, t'es pas forcément les titres qui sont joués en radio, t'es pas le mainstream, le chanteur mainstream, mais t'es quand même tu fais plein de concerts, quoi. Bah, j'ai eu la chance, disons, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, de vivre de ma passion. Donc déjà, Ouais. je remercie la vie pour ça, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à pouvoir dire quand on a 15 ans. Ouais, parce que t'as eu que des labels indépendants aussi pour l'instant. Oui, oui, label indépendant. Puis, tout en étant indépendant, j'ai quand même eu la chance de faire de belles ça, ouais. scènes, de Ouais, grandes complètement, scènes complètement. et de collaborer avec des géants de la musique. Évidemment, on parle souvent de Charles Aznavour parce que c'est l'artiste le plus connu avec lequel j'ai travaillé, mais j'ai travaillé aussi avec des gens comme Serge Lama, Michel Jourdan, François Velgrin, qui sont aussi des auteurs, compositeurs de talent. Aldo Nova qui a composé pour Céline Dion. J'ai coécrit un titre avec Pierre Astrom aussi, un compositeur suédois qui a travaillé avec Kelly Clarkson, Jennifer Lopez, Madonna, etc. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens. Et t'es plus en contact avec cette personne? Parce que Ouais, si lui a le numéro de Jennifer Lopez, si, ça pourrait être cool voilà, on en parle. on est toujours en contact, mais c'est vrai que pour un artiste indépendant, c'est quand même, disons, de belles collaborations. Et puis surtout, de pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisque forcément, quand on commence à chanter, l'objectif, c'est de pouvoir en faire son métier. Donc, il y a plusieurs façons d'en faire son métier. Chanter dans des soirées privées, faire des émissions de télé comme la Star Academy, The Voice, etc. Moi, ça n'a pas été mon choix parce que j'avais envie d'écrire. On avait fait une déjà, enfin, c'était pas vraiment une télé-réalité, Graines de Star. Non, c'était pas une télé-réalité, c'était plutôt ce qu'on appelle un télécrochet. Voilà, c'était sur un soir. Alors moi, j'avais pas pu défendre mes chances en prime time sur M6 parce que l'émission s'est arrêtée, donc je m'en étais, disons, arrêté au casting officiel régional que j'avais remporté à Bandol, devant 5000 spectateurs et 500 candidats. Mais voilà, disons que mon choix, je savais que j'avais envie d'écrire mes chansons, de faire passer des messages aussi au travers de mes chansons et surtout garder ma personnalité et ne pas rentrer dans un espèce de moule et de formatage que j'aurais sans doute dû accepter en faisant la Star Academy ou en faisant... Il y a des concessions à faire quand on rentre dans ce type de programme. Et j'étais peut-être pas spécialement prêt à les faire. Et aujourd'hui, je suis très content. Alors évidemment, mon parcours aurait été peut-être plus simple ou moins compliqué, je ne sais pas. Mais bon, je suis très fier de mon parcours et de ce que j'ai pu accomplir quand même et de ce que j'accomplis toujours. Et justement, souvent, les artistes vont puiser leur force dans on va dire, dans ce qu'ils ont vécu, dans le vécu, dans ce qui a été dur pour eux. Toi, tu as eu Tu disais que ton adolescence n'avait pas été facile. Qu'est-ce qu'il y a eu de... Oui, des manques. Un papa qui se bat, qui se démène pour sauver son... Les parents n'ont pas été là, enfin, c'est ça? Investissement. Oui, ils ont été là. Mais c'est vrai que ma maman a été très présente et elle a été merveilleuse de courage et d'amour. Mais mon père vivait une période à ce moment-là qui était très compliquée puisqu'il se démenait pour essayer de sauver ce qui... Et tu le voyais pas assez, du coup, à l'époque? Non, ou alors quand je voyais, il n'était pas forcément... il n'était pas en mode, quoi. D'une humeur... ouais, je vois. Fatigué par le travail, les soucis, tout ça. Fatigué, donc c'était compliqué. Donc il y a eu des manques aussi, comme beaucoup d'artistes, quand on... Donc ça, tu l'as mal vécu, ça t'a rendu triste? Oui, ça a été compliqué, mais je crois que de toute façon, quand on devient artiste aussi, qu'on a tant d'amour à donner et à recevoir. On a l'impression que c'est ça, que les artistes arrivent malheureux avant d'être artistes pour donner de l'amour, justement. Il y a des fêlures aussi. Puis après, on se découvre ou pas un talent de l'acting, du chant, enfin, dans des disciplines artistiques. Moi, c'est vrai que ça a été le chant. Mais effectivement, ouais, l'adolescence n'a pas été simple. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je crois que toutes les personnes qui nous regardent aussi ont leur lot de... Oui, alors, difficultés, on parle parle plus ou moins. Alors oui, mais pas tout le monde. Il y en a, j'en connais qui ont été très heureux. Et c'est vrai que ça arrive, il y a des gens quand même qui disent ouais, non, j'ai pas eu tellement de soucis, à qui tout a réussi, mais ça peut arriver, tant mieux. Tant mieux pour eux. Parmi les artistes, en tout cas,
En général, on a tous quand même des fêlures et c'est justement ces fêlures-là qui nous permettent. Toi, c'est vraiment l'adolescence qui a été compliquée. Après, c'était mieux, je veux dire, début de l'âge adulte. Bah, ça a été mieux, oui et non, parce que quand on arrive tout seul avec son sac à dos À Paris, 19 ans sur Paris, sans connaître grand monde, enfin, voire même personne dans l'industrie musicale, j'avais pas un. Ah oui, d'ailleurs, comment ça se passe? Tu dis à tes parents, je m'en vais. Oui, je leur dis, voilà, je veux voilà, devenir chanteur, je vais m'accrocher à mon rêve. Je sais que j'ai une chance sur 100 000 peut-être d'en vivre un jour et d'en faire mon métier. J'en ai conscience, je sais que ça va être difficile. Alors, je ne savais pas à quel point ça allait être difficile. D'ailleurs, il valait mieux pas que je sache parce que je ne saurais peut-être pas. Des fois, il ne faut pas savoir. Des fois, il vaut mieux pas savoir. Mais voilà, je suis parti sur Paris, je me souviens. J'avais même pas 3 sous pour me payer mes billets de TGV. Alors, je passais mes trajets dans les toilettes. Et est-ce qu'ils tes parents t'ont dit non, tu n'y arriveras pas? Est-ce qu'on t'a découragé? Mes parents, non. Mes parents, non. Ou alors d'autres gens que tu croisais à l'époque, Mes tes parents potes? n'ont jamais découragé. Au contraire, ils ont toujours été merveilleux. Bon, ça, c'est bien. Ils ont toujours cru en moi et je leur ai prouvé aussi, je leur ai montré ma détermination. Mais par contre, évidemment, dans l'entourage de mes parents, que ce soit l'entourage familial ou amical. Souvent, c'est l'entourage qui connaît rien en plus. Ouais, bien sûr. Non, ils disaient tous à mes parents votre fils, enfin, il faut qu'il. Il y a eu un psy, par exemple. Ouais, enfin, il faut qu'il réfléchisse et puis qu'il revienne un peu. Donc, du coup, il y a de la remise en question à cause de gens qui sont pas si proches que ça, en fait. Oui, c'est souvent comme ça. Hein, je me souviens d'un repas de famille où j'avais pris la parole. C'était dur, j'étais au bord des larmes, puisque évidemment, quand on est jeune comme ça, qu'on a 16-17 ans, que les gens essayent de nous décourager, pas forcément méchamment, hein, mais peut-être aussi parfois par protection. Je me souviens qu'une personne avait dit mais tu te rends compte, il y en a 1 sur 1 million qui réussit à faire des concerts, des zéniths, des olympiades, des salles comme ça et à en vivre. Et moi, je me souviens. J'avais dit, s'il y a une chance sur 1 million, il y a une chance quand même. Et j'avais répondu, je serai celui-là. Et pas évident à 16 ans de répondre ça quand on a 15 ans. Je crois que là, il n'y avait pas besoin de parler, la réponse, elle est donnée maintenant. Mais c'est fou parce qu'en fait, aujourd'hui, je me demande même comment. On t'a dit que c'était impossible, du coup, tu l'as fait. En fait, je me demande comment j'ai pu faire certaines choses et comment j'ai pu oser certaines choses quand j'avais 18 ans, par exemple, que j'arrive sur Paris sans savoir vraiment où aller, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment, au-delà du talent, enfin, de la voix, d'écrire des chansons, il faut vraiment un mental très très fort dans ce métier. C'est pour ça que conseiller à des jeunes artistes de faire ce métier. Non, mais t'as été en tour. Alors, du coup, t'arrives à Paris, ok, donc tu pars du jour au lendemain, tu prends le train, seconde classe, tu manges un sandwich, tu l'achètes avant, tu prends le sandwich. Dernière classe, je crois que j'étais sous les bagages en fait. Il y a un espace où tu mets les bagages. Ah oui, je vois. Je crois que j'étais derrière et j'ai mis les bagages après devant. T'as pas été à la cafette du train où les sandwichs sont chers, donc tu l'as acheté avant? J'ai fait tout le train. Ouais. Donc tu arrives à Paris, là tu sais où tu vas habiter quand tu arrives du coup tu à la gare de Lyon? Pas vraiment, je crois que je fais les 2 premières nuits chez mon cousin. Ah oui, donc tu as quand même la famille. Et dans l'année qui suit, je crois que je fais 60 hébergements différents. Waouh! Tu te rappelles du nom des 60 personnes qui t'ont hébergé? 56 ou 57 dans les 10 premiers mois. Et puis des rencontres, et puis des cabarets, les 3 Maillets où je chante pendant quelques temps. Les 3 Maillets, c'est ta première scène? Ça fait partie de mes premières scènes sur Paris. Non, alors, du coup, la première, il me faut le nom. Toute première scène. The first one in Paris. Un garçon que j'aime beaucoup. Greg in Paris. Il s'appelle Olivier Rennes, qui est maintenant le pianiste depuis une quinzaine d'années Pascal Obispo. Il m'avait accompagné dans un club qui s'appelait Avenue de Wagram, le club Goldenberg. Ah ouais. Je ne sais pas si vous voyez, c'était Avenue de Wagram. Et c'était ma première scène. Donc, il devait y avoir 40 personnes. Ce qui n'est pas énorme, 40 personnes. Et la personne qui s'occupait de la programmation m'avait dit ne t'inquiète pas, je vais faire de la communication pour que la salle soit pleine et tu auras juste à venir chanter avec ton pianiste et tu seras payé au chapeau. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est voilà, des gens qui passent après. Oui, on ne te donne pas des chapeaux et tu n'en as pas 15 à la fin de la soirée. Ils mettent une petite pièce ou un billet si le cœur leur en dit. On donne ce qu'on veut, c'est-à-dire soit on donne, soit on ne donne pas. Mais ce qu'on veut. Donc j'avais accepté ça, j'étais très content de jouer à Paris, avenue de Wagram, avec un vrai piano, etc. et Olivier pour m'accompagner. Et finalement, le jour de cette représentation, il n'y avait que 6 personnes dans la salle. La personne qui devait faire la communication ne l'avait pas fait du tout en réalité.
Et je me souviens que j'arrivais quasiment pas à chanter parce que j'avais la gorge serrée, j'avais quasiment les larmes aux yeux qui coulaient pendant que je chantais. Et j'étais parti voir Olivier, je lui avais dit qu'est-ce qu'on fait? On joue pas? Il m'a dit bah écoute, il m'a dit, pour les 6 personnes qui sont là ce soir et qui ont fait le déplacement, il m'a dit on est obligé, même si tu veux, on raccourcit un petit peu le set. Il m'a dit on est obligé de faire. Ah, bah, ça arrive à tout le monde, je crois, tous les artistes diront. Je me souviens que c'est évidemment l'un de mes plus mauvais souvenirs et l'un des souvenirs les plus douloureux de ma carrière pour l'instant sur scène, mais en même temps, quand on vit ce genre de choses, on doit en sortir plus fort et on doit se servir justement de certaines mésaventures comme celle-ci pour apprécier encore plus des Casinos de Paris et l'année prochaine à l'Olympia. Oui, forcément, tu repenses à. Voilà. Ça arrive à beaucoup d'artistes. Hein, on sait qu'on vient de. Donc là, à ce moment-là, tu restes à Paris, hein, tu retournes pas trop dans le sud, tu retournes un peu dans le sud des fois. Non, je retourne dans le sud. Ouais, mais tu vis de quoi alors? À ce moment-là, tu as un boulot à côté? Alors à ce moment-là, non, je n'ai pas de boulot. Enfin, je suis au chômage puisque j'ai. Mais tu as de l'argent comment alors? Parce que bon... j'ai mon chômage du coup. Ah oui, tu étais au chômage, ouais. Au chômage, j'avais travaillé dans le sport. Tu bossais dans quoi avant d'être. Je travaillais dans le sport, je travaillais à la Ligue Méditerranée de football. Et donc, du coup, j'avais mon chômage à ce moment-là. Et j'avais des personnes qui m'aidaient, qui m'hébergeaient sur Paris de temps en temps. Ouais, donc tu n'avais pas de logement à payer, mais tu avais un peu d'argent. Bah... J'avais, oui, je crois que j'imagine 600 ou 700 par mois pour vivre. Ouais. Et voilà, et puis bon, vu que j'avais un hébergement qui me permettait de. Enfin, tu as eu 60 hébergements, du coup. Ouais, mais après, finalement, j'en ai eu un. Ouais, à la fin, ça finit par. C'était un bureau, enfin, c'était des bureaux aménagés. Enfin, bon, c'était un peu les années galères, mais aujourd'hui qui sont précieuses parce que ce sont ces années-là qui m'ont permis de me construire un mental d'acier, de compétiteur et de gagneur, et justement me permettre de me relever aujourd'hui encore des difficultés que je peux traverser, puisque voilà, il y en a tout le temps dans ce métier. Ouais, donc tu as rencontré, comme on disait, beaucoup de monde. Ouais. On va parler également d'une rencontre que tu as faite. Je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Emmanuel Petit. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes moins. Non, on ne travaille plus ensemble. Qui m'a accompagné pendant 7 ans, je dirais. Ça, c'est une belle rencontre, parce que moi, lui aussi te mettait en avant, on le voyait sur les plateaux télé. Ça a été une belle rencontre. Tu as fait aussi, t'as pu rencontrer les genres de foot avec lui ou... Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres anciens footballeurs par son biais, mais surtout. Oui, il a créé le label. Oui, il a cru en moi. Il a intégré l'actionnariat du label CIA Records et il m'a accompagné pendant 7 ans. Il a cru en moi. Et là, c'est terminé. Là, on ne travaille plus ensemble depuis 3 ans, je crois, mais voilà, en tout cas, moi, je lui souhaite. Vous n'êtes plus en contact Pas particulièrement. Pas particulièrement. Ok. Ouais, donc CIA Records, justement, là, c'est le label où tu es aujourd'hui, c'est ça? Oui, un label qu'on a créé il y a une petite dizaine d'années. Tu bosses finalement tous les jours, hein, c'est ton entreprise, quoi. C'est notre société de production, c'est le label qu'on a créé pour développer ma carrière d'artiste, puisque à l'époque. Au milieu des années 2000, il y a eu la crise du disque, il y a eu beaucoup de plans sociaux dans les maisons de disques avec le téléchargement illégal, la loi Adopi qui n'a pas suffi, enfin bref. Donc du coup, les maisons de disques à l'époque étaient déjà très frileuses et ne faisaient plus de développement, avaient complètement arrêté le développement d'artistes. Donc le développement, investir de l'argent pour développer la carrière d'un artiste. Et donc du coup, moi, je suis arrivé à ce moment-là dans l'industrie musicale et ça ne m'a pas plu. Cette situation. Donc j'avais des chansons, j'avais notamment des chansons que Charles Aznavour m'avait offert et d'autres, Michel Jourdan, François Pellegrin, etc., Thierry Sforza. Et donc je me suis dit comment faire pour pouvoir les sortir, ces chansons-là. Créer son propre label. Donc encore une fois, je ne savais pas dans quoi je m'aventurais parce qu'évidemment en France, créer une société, il y a toute une lourdeur administrative et juridique. Et tu payes des charges, quoi. Fiscales et comptables, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je me lance. Et là, encore une fois, j'avais une vingtaine d'années, 22 ou 23 ans. J'ai réussi à trouver des personnes qui ont cru en moi, puisque j'étais en tournée avec Hélène Ségara à l'époque et je faisais les premières parties de Patrick Fiori. Et ces personnes-là ont investi dans la création de ce label qui s'appelle CIA Records et qui en est aujourd'hui à sa
15e ou 16e année d'existence. Ça veut dire quoi, Seiya Records? Alors, Seiya Records, donc c'est Seiya, le personnage des Chevaliers du Zodiaque, Ah oui. du manga Senseiya. Ah, j'y étais pas. Et comme c'était le héros de mon enfance et mon manga préféré, donc j'ai appelé. Donc voilà, d'où vient Seiya Records. Et donc, il y a toi, il y avait Richard Darmon, qui est le cousin germain de l'acteur Gérard Darmon. Et Chalut, Richard, son nom, mais c'est pas vu, hein, je l'avais vu avec toi. C'est un de mes fidèles producteurs, et puis d'autres personnes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, Léa Fortin qui s'occupe du management et qui coproduira un nouveau spectacle en hommage à Charles Aznavour qui s'intitule Bakian chante Aznavour, voilà, qui tournera dans toute la France à partir de 2026. Et c'est ça que tu vas présenter à l'Olympia Alors, l'Olympia, ce sera mon concert avec mes compositions, mais évidemment, il y aura un hommage à Charles Aznavour qui sera rendu à l'Olympia. Mais sinon, voilà, il y aura ce spectacle en parallèle qui tournera un petit peu aux quatre coins de la France et dans d'autres pays. Là, il y a eu ces derniers jours un déplacement en Arménie qui était incroyable. Ah oui, ouais. Fabuleux, où j'ai eu la chance d'être reçu par le ministre de la Culture. Je me rappelle, toi, tu es d'origine arménienne. Ouais, c'était un Bakian, le Yan. C'était incroyable. J'ai pu faire 3 concerts là-bas, 3 showcases, un accueil incroyable. Et on prépare un grand projet aussi en 2026 de nouveau à Yerevan, donc qui est la capitale d'Arménie. Et où est-ce qu'on l'a? Je crois qu'on l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais c'est Grégory Bakian. J'ai toujours dit. Ouais. Non, c'est Grégory, hein, du coup, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Oui. À la base, dans ton artiste, c'était Grégory Bakian. Et depuis 2 ans, 3 ans, tu es passé Bakian. Pourquoi déjà? C'est ça, il y a eu un changement. Moi, j'ai suivi un petit peu les conseils de certains membres de mon équipe. Il y avait aussi une réflexion de moderniser les sons, un petit peu l'image aussi. Donc, et puis, on est à l'ère des blazes. Clairement, la plupart des artistes aujourd'hui... voilà, de nom. Certains changent d'identité, mais toi, c'est le de nom. Hein, si on cite, voilà, que ce soit Luan, Dadju, Gims, etc. La plupart des artistes, Vianney, la plupart des artistes, voilà. On a eu une époque où c'était Frédéric François, Michel Sardou. C'est longtemps, ça. Hein. Et ça remonte, etc. Donc, il y avait une volonté de moderniser un petit peu. Bakian, on trouvait que c'était... Et puis Charles Aznavour aussi m'avait un peu surnommé, enfin, il m'appelait tout le temps Bakian. Et d'ailleurs, il avait fait une vidéo extraordinaire qui est toujours disponible sur YouTube où il invite les gens à venir me découvrir sur scène. Et dans cette vidéo-là, il m'appelle Bakian. Et je me souviens, on avait discuté. Je lui ai dit, Monsieur Aznavour, vous avez dit Bakian? Il me dit, mais c'est très bien, Bakian. Bah, oui. Il me dit, gardez Bakian. Il me dit, c'est bon. Donc voilà. Finalement, c'est une époque où beaucoup de gens me disaient que Bakian, c'était très bien, ça sonnait bien, c'était plus court, mais je confirme, je m'appelle toujours Grégory. Et donc en 2013, tu as fait aussi une rencontre, super rencontre. 2013. Une super, je pense, c'est peut-être la plus belle rencontre de ta vie. Qui t'a rencontré en 2013? Toi. Voilà, moi. J'étais sûr qu'il y avait un... Alors, un petit storytelling entre nous hein, pour expliquer aux gens. C'est la 6e fois, je crois. Non, attends, j'ai compté. En plus, j'étais en train de compter. On s'est rencontrés à Mantes-la-Jolie sur un radio qui s'appelait LFM Radio. On avait fait une matinale. Je me souviens très bien de cette émission parce qu'on sortait avec Richard Darmon d'une nuit blanche. Ah oui, tu étais quand t'es arrivé. Non, je l'ai. T'es arrivé bien. Ça va. Non, t'es arrivé bien. Il n'y a pas de. T'es arrivé très bien. Ouais, c'était un vendredi d'ailleurs. C'était très sympa. C'était revu après VL. Hein, donc avec Amaury déjà, qui est notre réalisateur. C'était à Mantes-la-Jolie, non? La première fois, c'était à Mantes-la-Jolie. Ensuite, c'était en 2016. On s'était revu. Donc, ça avait. Ouais, donc. Et puis ensuite, t'es venu t'es venu aussi dans le street show, enfin pas là récemment, il y a 2 ans. Oui. Voilà, donc où il y avait plus de monde, il y avait notamment Eugénie, et Fabienne hein, qui était là, ce jour-là, je crois. Oui, je me souviens très bien de cette émission. Voilà. Très sympa. Et puis, t'es venu il n'y a pas si longtemps, puis là encore aujourd'hui, donc si on fait le calcul, ça fait 3, 5. Ça fait 77 fois. 77 fois, là, je sais plus trop quoi dire. Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire? On va bientôt t'interviewer, moi. Ça serait bien qu'on change aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire, Bakian, aujourd'hui, au petit Grégory de Bandol? Ah, c'est au petit Grégory de Bandol. Juste déjà bravo de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir abandonné malgré toutes les embûches qu'il y a eu sur ton parcours. Ouais, respect pour ça. Continue, ne lâche pas. Mais tout ce qui a déjà été accompli a été accompli. Et tu peux être fier de ça parce que c'était pas évident. Enfin, je veux dire, d'où je viens. Là, c'est plus le petit Grégory qui parle à Bakian de maintenant, non? C'est qui parle? C'est le Bakian d'aujourd'hui ou... Ouais, c'est le Bakian d'aujourd'hui qui parle à Grégory, ouais. Bah, remarque, si, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, non, bravo de ne pas avoir lâché,
d'avoir persévéré et d'être toujours là à continuer, quoi. Je pense que c'est ça. On aimerait toujours faire mieux ou avoir C'est ça, ouais. eu une ascension plus fulgurante, un succès plus rapide. Mais je crois qu'on a tous notre parcours. Charles Aznavour a connu vraiment la consécration à 38 ans ou 40 ans. Donc, ça me laisse encore... Ouais, le Funès aussi. Hein, Louis de Funès, Cadmerade, Daniel Lévy aussi avec L'Envie d'aimer qui a connu la consécration à une quarantaine d'années, 40-42 ans. Donc voilà, je crois que tu les as pas les 40 ans encore là. Non, il faut toujours persévérer, mais en tout cas, ça me laisse encore beaucoup d'espoir. Et en plus, surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà le fait de vivre de sa passion et de faire de sa passion son métier, c'est déjà quelque chose de extraordinaire et de rare. Donc il faut savourer ça, il faut savoir l'apprécier et se montrer reconnaissant de ça. Donc c'est pas gagné de chanter sur des scènes comme l'Alhambra, le Zénith, le Palace, le Casino de Paris, Bobino, et de travailler avec des artistes comme ceux avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Sure. On aimerait toujours faire mieux, faire plus, mais il faut aussi parfois dans la vie pas se contenter, mais apprécier ce que la vie nous donne. Et moi, j'ai commencé, j'avais 13-14 ans, je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout dans l'industrie musicale. Il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas d'artiste. Enfin, je veux dire, clairement, dans ma famille, je suis arrivé sur Paris à l'âge de 17 ans, 18 ans, je n'avais pas un contact dans ce métier-là. Donc voilà, je n'ai pas le droit de me plaindre. Même si, voilà, idéalement, on aurait toujours voulu faire plus, faire plus grand. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi remercier la vie pour ce qu'elle nous donne. Et avec un Olympia l'année prochaine et une belle tournée dans toute la France, je n'ai pas trop le droit de me plaindre, quoi. Tu l'as dit, l'Olympia, ça arrive en octobre 2026. Allez voir tous les titres disponibles sur les plateformes, désormais, notamment la reprise de Charles Aznavour. Merci Bastien d'être venu dans Face à Radio. On t'avait dit, il y avait une chance sur 1 million pour que tu fasses Olympia. Tu as été cette chance. Des bisous Bastien. Merci beaucoup. Des bisous chez ciao.